Re-salut et bienvenue donc dans la quatrième et dernière partie du Arteg Livestream. Petit rappel, Arteg est un événement qu'on aurait aimé organiser pour là où le MIC, ou pour MIC, Montpellier Industrie Culturelle et Créative, qui est un événement donc de la métropole de Montpellier. Arteg est aussi un événement qui est organisé avec l'ESMA, puisqu'ils mettent notamment à disposition ces superbes studios où nous sommes actuellement. Et voilà. Et Arteg est aussi un événement qui a été pensé par Laurent Michaud, Suzy Wilson et moi-même. Donc j'ai passé à la présentation de nos deux invités du jour, de cette quatrième partie. Donc Sophie Griotto, bonjour, tu es illustratrice et artiste. T'aimes bien qu'on dise que tu es les deux, hein, tu n'es pas que illustratrice. Donc tu es née en 75, tu as débuté en tant que storyboardeuse, tu as dessiné pour beaucoup de grandes marques, donc dans le monde de la communication, de la mode, du luxe, avec des marques notamment comme Guerlain, pour qui tu as beaucoup travaillé. Et parallèlement, tu as une carrière d'artiste, donc où tu fais des œuvres à l'encre de Chine, j'ai vu. Oui, beaucoup d'encre de Chine, c'est mon médium favori, on va dire. Et c'est vrai que j'aime bien qu'on n'oublie pas ce côté-là, parce que je suis illustratrice, ça prend déjà beaucoup de temps. Et en fait, effectivement, le côté artistique m'aide me fait le lien en fait entre l'illustration et mon travail personnel. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Peut-être qu'on peut voir un petit film justement qui montre un peu ton univers et ta technique pour continuer à parler du coup de ce que tu fais. Ok. Sous le ciel bleu, vole ton silence, le cœur des gens amoureux. Sur mon chemin, comme je suis bien, sans mes tracas quotidiens. Tête légère, regard au loin, rien ne vaut les jours. Et donc Sophie, si tu peux nous dire ce qu'on vient de voir. Ce genre de petite vidéo, je prépare ça pour mon Instagram, pour avoir voilà, j'ai remarqué en fait que les followers aimaient bien de temps en temps voir l'envers du décor, voir la construction du dessin. Alors évidemment c'est accéléré, hein, je dessine pas aussi vite, mais voilà, ça demande une petite préparation en amont et ça représente bien mon travail d'illustratrice, parce que c'est vrai que j'essaye en illustration de publicité et en storyboard, il faut avoir un trait rapide et efficace, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Et c'est le fait d'avoir fait beaucoup de storyboards, voilà, c'était une bonne école. C'était une bonne école, parce que c'était toujours c'était immédiat, il fallait que ce soit rapide et efficace. Et du coup, ça m'a aidé dans mes illustrations d'aujourd'hui. Le storyboard, c'était ce que je faisais beaucoup avant, et puis petit à petit, l'illustration a pris le dessus, on va dire. Maintenant, mon métier, c'est de dessiner d'une manière assez rapide, c'est vrai, et de faire le moins de traits possible, mais en essayant d'être efficace. Donc c'est ça. Et là, parmi tes derniers grands projets, oui. Notamment, tu m'as parlé d'un livre oui. Sur lequel tu es en train de travailler. Oui, tout à fait. Là, je suis en train de finaliser un gros projet de 60 illustrations. Là, je vais démarrer la création de la couverture. C'est un bouquin en fait qui est l'éditeur, c'est la Paramount. Alors c'est vrai que c'est une société de production, mais ils ont aussi petite société de production. Oui. Et en fait, ils ont aussi leur maison d'édition et ils font des livres d'art sur leurs propres films. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils me demandent donc de travailler sur Breakfast at Tiffany's, le fameux film assez culte de la Paramount avec Audrey Hepburn. Et
je dois faire Audrey Hepburn en long, en large, en travers, en utilisant, voilà, en m'inspirant des scènes du film. Mais il y a tout un truc, c'est assez complexe, puisqu'il faut aussi que il faut que je représente toutes les ethnies. Donc c'est du Audrey Hepburn aussi, mais pas sûr qu'elles y étaient elles n'y étaient pas à l'époque, les ethnies, donc c'est du rattrapage presque. Exactement, D'accord. surtout qu'il y a eu un petit souci, en fait, j'ai appris ça sur ce film-là, puisqu'il y a eu une représentation en fait d'une personne d'origine asiatique, mais c'était un faux. Il l'avait bridé et ça avait fait un scandale pas possible. Et donc là maintenant, avec voilà, aux États-Unis, c'est quand même très très important tout ça. Donc il faut que je n'oublie personne, il faut que je fasse des corps aussi minces, plus enveloppés. Voilà. Et derrière, chaque illustration, quand je rends une illustration, il y a un avocat derrière qui valide. Ah ouais. C'est les États-Unis, on en est là, voilà, ouais. C'est comme ça. C'est l'Amérique. C'est des contraintes, mais bon, c'est intéressant. Et c'est vrai que, cela dit, on imagine bien tes dessins par rapport à cet univers et à ce film. Ça colle bien haut. J'imagine que c'est pour ça qu'ils t'ont choisi aussi. Mais, ouais. J'étais ravie. Voilà, c'était un casting et puis j'ai été un casting de l'illustrateur. Et c'est vrai que comme je travaille beaucoup dans la représentation de la femme, de la beauté, du coup, ouais, je suis ravie de travailler là-dessus et qui m'ait prise. Bon, c'est un beau projet. C'est super intéressant. Et il va se finir quand, ce projet? Alors là, normalement, le 16 novembre, donc il faut que je rende la couverture le 16 novembre. Ils espèrent le sortir, tout est rapide maintenant, donc pour Noël. Ah oui. Donc c'est hyper, voilà. Enfin, j'espère en tout cas, c'est eux qui sont un peu en retard là. Moi, j'étais dans les clous, j'étais dans les temps, mais voilà, ils prennent un peu plus de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à valider, et puis comme on le sait avec en fait, moi, je sais pas comment c'est dans le monde aussi des jeux vidéo, mais quand il y a des comment dire des deadlines non, sans parler politique, mais des élections aux États-Unis. Moi, tous mes projets sont en suspens. Ah ouais. Et ça arrive très très souvent. Voilà, souvent, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ça fait 20 ans maintenant que je travaille, et à chaque fois qu'il y a eu une élection aux États-Unis, en France un tout petit peu aussi, mais tout se met en suspens et ils attendent. Donc là, je suis en pleine, voilà, je suis dans cette situation-là. Je travaille sur la couverture et ça va tomber à un moment. Voilà. Très bien, c'est pareil dans le jeu vidéo quand il y a des élections? Non, pas du tout, j'ai pas senti ça, mais en fait nous on est sur des projets très longs, on est sur des projets qui durent 2, 3, 4, 5 ans parfois, donc les élections au milieu de tout ça, il y en a toujours au moins une, et généralement ça n'a pas d'incidence directe. D'accord. Fabien, on va te présenter quand même rapidement. Donc toi tu es le CEO de Pasta Games, donc qui est une société qui est basée à la fois sur Paris et sur Montpellier. Donc vous travaillez dans le jeu vidéo, tu es à la fois donc tu fais des jeux avec d'autres maisons d'édition, et aussi vous faites vos propres jeux. C'est ça, on mélange de deux, mais en fait un peu comme toi, c'est-à-dire qu'on a des travaux à façon dans lesquels on a une commande généralement qui correspond à un personnage existant, une licence, une envie de sortir un produit marketé pour telle date avec tel truc dedans, tel machin, etc. Et auquel cas on se met vraiment au service de la marque, au service de ce produit-là, de la date, et on essaie de faire la meilleure création possible dans la marge de liberté qui nous est donnée, qui parfois est très grande, qui parfois est très étroite. Parfois c'est juste des portages, c'est l'adaptation d'une console sur l'autre. Parfois c'est créer tout le jeu juste à partir du personnage. Donc ça constitue une partie de notre activité, et l'autre partie de notre activité, c'est, comme toi, créer des choses originales qui nous correspondent plus, et qu'on va essayer ensuite de vendre et de faire exister avec nos petits bras pas très musclés. Et quand vous avez travaillé pour des grosses sociétés, comme notamment Ubisoft, c'était sur des gros projets quand même. Ça devait être. Alors tout dépend. C'est gros pour un petit studio indépendant, mais c'est tout petit par rapport à des productions AAA. Donc on travaille sur des projets qui représentent 2-3 années de travail pour une équipe de 20-30 personnes maximum. Si tu peux nous donner quelques exemples des derniers jeux. Dernièrement, on a sorti l'année dernière un Rayman Mini sur Apple Arcade avec Ubisoft, donc Ubisoft Montpellier en partenariat directement avec Apple. Et on a sorti Pac-Man Party Royale pour Bandai Namco, pareil pour Apple, qui sont sortis donc en octobre 2019. Ça, c'est les projets qu'on a sortis en travail à façon. Et on est en train de travailler sur un projet à nous qui s'appelle Karma,
qu'on va sortir l'année prochaine et qui est un projet un petit peu plus bizarre dans lequel on est notre propre client, donc on est insupportable, donc on se martyrise nous-mêmes et donc on a hâte que ça se termine. Il n'y a rien de pire que C'est abominable. C'est pour ça que on est souvent on dit qu'on se repose pendant qu'on fait du travail à façon, parce qu'on a des gens qui sont beaucoup moins chiants que nous, qui savent beaucoup plus ce qu'ils veulent, qui savent s'arrêter, parce qu'au bout d'un moment il faut qu'ils sortent leur truc et puis le budget a été cramé et puis son truc on tourne ce qu'ils ont. Donc ils nous disent non mais c'est très bien comme ça en fait. Et donc nous on est contents parce que dans ce cas-là la seule personne qui met un point d'arrêt et qui a le droit de mettre un point d'arrêt c'est eux. Donc nous on est là, on fait mais super, nous aussi on est contents. Et voilà, après on se lance dans des trucs à nous parce qu'on est frustré de ne pas avoir pu créer, donc on se dit ah, enfin on va pouvoir s'exprimer. Et puis là on se met la misère pendant quelques temps et au bout d'un moment on est fatigué de nous-mêmes et quand on a fini par dire, je crois que c'est Brel qui disait on ne finit pas une chanson, on l'abandonne. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on abandonne notre jeu en disant bah là on n'en peut plus, là franchement on va mettre un petit nœud rouge autour et puis on va le sortir. Et là on est ravis de se remettre au service d'autres personnes. Et Karma alors, tu peux en parler un peu? Ah oui, absolument. Donc Karma, c'est parti de plusieurs envies. La première, c'est qu'on avait envie de faire un jeu online, un jeu dans lequel on joue avec d'autres gens. Mais on avait envie que ce soit des gens qu'on connaît pas. On n'avait pas envie de jouer avec des copains, avec des amis avec qui on donne rendez-vous. On avait envie de jouer avec des parfaits inconnus. Et la plupart des jeux online dans lesquels on joue avec des inconnus, ça consiste à se courir après, à se tuer. Et on avait envie de... Non, en fait, on a envie de jouer avec des gens qu'on ne connaît pas, mais que ce soit une expérience de collaboration, d'entraide, un moment gentil. Où bienveillant. On se fait des sourires, on s'envoie des bisous, et avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on voulait que la gentillesse, que cette atmosphère bon enfant soit produite par le jeu lui-même, que les règles du jeu lui-même amènent naturellement la collaboration et l'entraide. Et donc on s'est dit, est-ce que c'est possible, sachant qu'évidemment les jeux online sont le lieu de la toxicité, parce que chacun travaille sous avatar, sous pseudo, donc personne ne craint rien. Et on avait envie que le jeu vidéo, malgré tout, crée cette atmosphère-là. Et on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver à faire ça? Donc c'était ça notre challenge. On voulait créer ces moments qu'on adore, qui sont très bêtes dans le métro. Vous savez, à Paris, il y a ces portes super lourdes là, pour sortir du métro. Et donc souvent, la première personne qui a poussé la porte la tient pour les suivants. Et puis c'est le moment où, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, on se fait des sourires, on se dit « Ah, je vous en prie, ah, merci ». Voilà, on voulait que ce soit un jeu vidéo qui crée ça. Et on s'est dit que la porte avait un game design merveilleux parce qu'il crée le sourire entre des gens qui sont stressés, qui 2 secondes avant couraient dans le métro, s'injuriaient, se balançaient la porte du métro dans la figure, couraient pour pas que ça se referme sur eux. Et là, d'un coup, ils sont souriants, ils font « Je vous en prie ». Et on s'est dit que la porte était bien pensée. Et on voulait faire un jeu vidéo qui était aussi bien pensé qu'une porte de métro. Et donc ça, le jeu, c'est une porte de métro? Vas-y, il y a des portes. Après, le jeu, voilà, le jeu, c'est d'arriver à prendre une dizaine de personnes qui sont là en même temps, qui ont envie de jouer, de les balancer dans un monde dans lequel il y a plein de dangers, et de faire en sorte qu'ils puissent en sortir qu'ensemble, et que tout les amène à collaborer. D'accord. Et là, du coup, vous allez le finir, ce jeu? On va le finir l'année prochaine. Là, ça fait déjà 3 ans qu'on se martyrise, donc va falloir que ça s'arrête. Parce que figurez-vous que la thématique choisie par le diabolique Laurent Michaud, c'est créer et finir un projet. Ah oui. Voilà. Donc c'est marrant parce que je pense que vous vous sentez tous les deux très concernés, c'est-à-dire il y a le temps de la création qui peut être parfois court, parfois long. À quel moment justement on décide que c'est fini ou pas? Est-ce que ça crée de la joie, de la frustration? Sophie, on peut peut-être commencer par ça. La joie et la frustration, c'est... Alors le thème est très intéressant, c'est vrai, parce que en plus, maintenant avec les nouvelles technologies, on peut aller jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire que quand je dessinais avec mon encre, mon pinceau, je réfléchissais bien avant et je faisais 1, 2, 3 essais. Et aujourd'hui, avec ma tablette graphique, je vais jusqu'au bout, j'essaie tout. Enfin, j'essaie pas tout, mais je vais jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire la lumière à droite, la lumière à gauche, si je veux, alors que je peux pas le faire en dessin, ça. Je peux pas, il faudrait que je redescende. Mais là, avec la nouvelle technologie, mais c'est jamais fini. C'est-à-dire que tant que j'ai pas fait le tour de ce que je voulais faire, ça ne s'arrête pas. Alors, heureusement, il y a une deadline. Pour moi, en tout cas, les clients me donnent une date. Et ça me sauve, voilà. Mais après, évidemment, les deadlines, on part sur des boulots des fois de 2 jours ou alors 1 semaine, ou ça peut être 3 mois, mais moi, ça ne va pas au-delà de 3 mois les gros projets, on va dire.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a toujours ça, c'est-à-dire qu'à quel moment on se dit bah, le travail est fini. Alors maintenant j'ai des petites astuces. Voilà, j'ai des petites astuces pour me dire ouais maintenant le travail est fini, mais avant c'était l'enfer avec ces nouvelles technologies. Mais c'est pour ça que c'est génial d'avoir. C'est quoi donne-nous tes petites astuces alors pour. Ben, si vous voulez, c'est comme à force de travailler son style, de travailler ses effets, c'est un peu comme si vous avez des filtres Instagram, ben on est notre style et notre propre filtre en fait. Donc on travaille d'abord sur l'idée en crayonnant et puis après oui, en fait il faut s'inventer des cheminements quoi. Et en gros moi je décide qu'un dessin est fini quand je le switch en horizontal et si le dessin me plaît en horizontal, ça veut dire que c'est bon. S'il ne me plaît pas, je vois tous les défauts en horizontal et l'idée, voilà. Enfin, en horizontal, c'est-à-dire tu l'inverses? Oui, je l'inverse. Ah oui, ok. En horizontal. Ça, c'est bon, c'est l'astuce que je donne en général à des personnes qui me demandent mon avis ou mes petites idées. C'est que souvent, on voit tous les défauts quand on inverse son dessin. Et moi, je fais souvent. Je peux pas rendre un dessin si jamais je l'ai pas inversé, par exemple. Voilà. Et c'est là que je vois que les défauts et du coup, je rétablis et je termine par ça. Mais voilà, les astuces, c'est ça. Les astuces arrivent petit à petit dans son travail. Et non, mais c'est vrai que voilà, c'est ce que je voulais dire, surtout au niveau de la technologie aujourd'hui qu'on a, des possibilités qu'on a, on peut aller loin, on peut aller très loin. Et Fabien, excuse-moi Fabien, je vais te passer la parole, mais je me suis rendu compte qu'on avait oublié de passer la petite démo. Donc Mon Dieu, on peut la regarder maintenant? Ah mais oui, ça serait bien. Allez, on la regarde. Donc Fabien, qu'est-ce qu'on vient de voir là exactement? Donc là, on vient de voir Rayman Mini, qui est donc sorti l'année dernière sur Apple Arcade, qu'on a fait pour Ubisoft dans le cadre donc du nouveau service d'abonnement qui a été lancé par Apple à la rentrée dernière. Et donc c'était un jeu qui reprenait une mécanique qu'on avait créée lors de Rayman Jungle Run il y a une petite dizaine d'années, je dirais, et qui l'a poussé plus loin avec des nouveaux concepts, avec plus de mises à jour, avec plus de contenu. Et ça, c'est un jeu que vous avez réussi à finir facilement? Alors ça, c'est un jeu dans lequel, oui, puisque on avait un client, on avait une deadline, et la deadline était extrêmement dure, puisque elle était imposée par Apple et par la sortie du service, et il fallait que ce soit disponible sur 4 plateformes le jour du lancement, à telle heure. Donc dans ce cas-là, on s'autorise pas à sortir des rails. On se donne, déjà, on prend très peu de risques. Vu qu'on sait que la deadline est figée, donc on ne se met pas soi-même en péril, on ne va pas se mettre dans une création dans laquelle on sait que la marge de manœuvre est infinie et dans laquelle on va pouvoir se perdre, et avant d'arriver à retrouver la sortie, il y aura un temps qu'on ne sait pas calibrer. Donc on se met dans des rails qu'on connaît et on essaye de faire un travail extrêmement professionnel dont on sait qu'il sera fini en temps et en heure. Donc ça, c'est vraiment C'est magnifique, ça. Tu nous décris un... Ça c'est le côté industriel des jeux vidéo, donc on sait faire de l'industriel. Évidemment, l'avantage, c'est qu'à la fin, on a un produit fini, qui est calibré, et qui est terminé, qui est peaufiné, qui parfois manque de folie, parce qu'il n'y a pas le temps de la folie, il n'y a pas le temps de l'itération, il n'y a pas le temps de la recherche, parce que par construction, quand on se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas le calibrer, on ne sait pas dire combien de temps ça va prendre, et on ne sait même pas si on va s'en sortir, et on ne sait pas si ça sera bien à la fin. Donc il y a
ça crée de très jolis produits. Pour moi, il y manque, mais quand moi-même je suis spectateur, il y manque cette prise de risque qui fait qu'une œuvre peut être loupée ou émouvante, peut me donner envie de pleurer même si elle est un peu loupée, parce qu'on sent qu'à un moment donné, on s'est mis en danger et on a donné de soi et tout n'a pas marché, mais il y a une sincérité et on sent le fil du rasoir. On sent le moment où ça aurait pu être loupé. Dans le cadre de ces créations-là, c'est pas du tout le sujet. On ne veut pas se mettre dans une position de fragilité parce que c'est pas ce qu'on nous demande. Et donc nous, on sépare vraiment de ces deux. On a deux hémisphères, gauche et droit là. Et il y en a un dans lequel on fait des produits qu'on essaye de faire extrêmement bien avec très peu de risques parce qu'on nous demande de ne pas en prendre et on nous demande d'être prédictible. C'est exactement. Et un côté dans lequel on s'autorise à sortir des rails, mais le problème c'est que dès qu'on sort des rails, c'est le 4x4, et le 4x4, si on nous demande combien de temps ça va prendre, là on est très embêté, parce qu'on a toujours quelqu'un qui vient nous dire mais ça sort quand ? Et là on fait mais excusez-moi, on est sorti des rails, là, donc là pour l'instant on est dans la pampa, là on voit plus trop la route, on a l'impression que c'est là-bas, on vous prévient dès qu'on la voit la route. Et Sophie, tu as deux hémisphères aussi, toi. En fait, ça me parle beaucoup. C'est très très proche de l'illustration parce qu'on a deux sortes de commandes, effectivement. Une commande où on sait ce qu'on attend de nous. Exactement, c'est avec un brief très précis. Et on sait que cette illustration, au moment où on lit le brief, on voit l'illustration. Donc ça veut dire que il n'y a pas de marge de manœuvre. Si de manœuvre, mais il n'y a pas de marge où on peut vraiment s'emporter et faire une autre proposition. Et ça, c'est surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, effectivement. Et par contre, si on nous laisse un peu de temps, moi, j'essaye évidemment de proposer. Alors, je fais d'abord ce qu'on me dit, ce qu'on attend de moi. Et dans mon rendu, il y aura l'illustration demandée. Mais par contre, si on me laisse un peu de temps, il y aura une prise de risque. Et donc là, une fois, alors je commence toujours par l'illustration demandée. Voilà, ça c'est fait. Au moins, tu es tranquille. Ouais, je suis tranquille. Je mets de côté et là, je pars. Voilà, je pars, donc je cherche. Je pars un peu dans tous les sens des fois. Mais soit l'idée me vient, soit je replonge dans mes boîtes à inspiration et j'essaye de trouver autre chose pour avoir une autre proposition. Alors, le résultat, c'est kiff quoi, c'est-à-dire que des fois on va avoir un client qui va dire non mais c'est ça que je veux, donc je veux ça, et des fois des clients qui sont un peu qui ont un peu de folie, exactement, et qui se disent ah ouais non mais ça on n'a jamais vu, ou alors c'est un peu nouveau même chez toi, allons-y. Et le fait que toi maintenant tu aies décidé de te consacrer un peu plus à ton hémisphère artistique, j'imagine, c'est un espèce de besoin, c'était quelque chose... Oui, c'était un besoin, ouais. C'était un besoin parce que ça fait 20 ans maintenant que je travaille pour l'illustration, en tant qu'illustratrice pour la mode et la publicité et l'édition, et souvent et beaucoup pour la mode, c'est vrai. Et il faut que l'esthétisme soit souvent parfait, il faut que mes personnages soient souvent souriants. C'est pour ça aussi que je travaille dans la publicité, il faut que ce soit positif, hein, je ne peux pas faire des gens écorchés avec... voilà. Et ça m'a lissé un peu mon trait. Voilà. Alors je le regrette pas puisque aujourd'hui je vis de ça, donc c'est super. Donc je ne laisserai pas tomber l'illustration, mais je me suis promise de retrouver mon trait de départ que j'avais quand il n'était pas lissé, et ça a été du travail en fait. Donc essayer de revenir à son trait d'origine, c'est un travail pas de tous les jours, mais disons reprendre le pinceau et réfléchir avant. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais on a la tablette graphique, on fait le tour de tout ce qu'on veut, de tous les outils, la lumière ici, la lumière là, et presque on ne réfléchit pas, enfin si on réfléchit. Mais là, par contre, quand je suis devant mon encre, je réfléchis un peu avant à une chorégraphie de mon pinceau, et après, je laisse aller pour essayer de retrouver ce trait écorché que j'avais un peu avant et qui s'est lissé au fur et à mesure de mes... Et tu as l'impression d'y arriver? Tu cherches en tout cas. Je recherche. Je recherche ça et le mouvement aussi, mais ça c'est encore autre chose. Bon, on va te laisser continuer de chercher, de rechercher. Et
Fabien aussi pareil, d'accoucher de ce futur jeu. Je vous remercie vraiment tous les deux, c'était vraiment super intéressant. Et pour nous, le live stream se termine. J'espère qu'on vous aurez pris autant de plaisir que moi et que nous, avec l'équipe, à écouter des personnes passionnantes et inspirantes. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous.